L'euthanasie, un mot qui dérange, parce qu'il parle de mort, mais surtout parce qu'il parle de choisir sa mort. En France, c'est un débat qui revient régulièrement, mais on évite toujours la vraie question. A-t-on le droit de dire « stop » quand la douleur dépasse tout, quand le corps lâche, quand la dignité s'efface? Est-ce encore un crime de vouloir partir? Le mot euthanasie vient du grec « eu », bon, et « thanatos », mort. Littéralement, la bonne mort. Mais en réalité, ce terme fait peur. Il déclenche des réactions immédiates, souvent chargées d'émotions, de tabous, voire d'incompréhension. Alors, mettons les choses à plat. L'euthanasie, ce n'est pas tuer quelqu'un. Ce n'est pas non plus abandonner un malade ou précipiter une fin. C'est un acte médical posé à la demande claire, libre et répétée du patient qui souhaite que l'on abrège ses souffrances devenues insupportables. On parle ici de personnes lucides, conscientes, souvent en phase terminale, qui n'attendent plus de guérison. Des hommes, des femmes, parfois très jeunes, parfois très vieux, qui disent « Je ne veux plus souffrir, je veux partir dans la paix, dans la dignité ». Il faut bien distinguer l'euthanasie de deux autres pratiques. Le suicide assisté, le médecin fournit les moyens de mourir, souvent une substance létale, mais c'est le patient qui les prend lui-même. La sédation profonde et continue, autorisée en France, elle consiste à endormir le patient jusqu'à sa mort naturelle, sans provoquer activement le décès. L'euthanasie, elle, implique une action directe du corps médical. Ce n'est ni un caprice, ni une porte ouverte au n'importe quoi. C'est un choix de fin de vie, souvent longuement réfléchi, encadré et dans certains pays strictement contrôlé par la loi. La question n'est pas seulement « est-ce bien ou mal ?» La vraie question c'est « avons-nous le droit de refuser la souffrance à ceux qui ne veulent plus la subir ?» Et surtout, qui sommes-nous pour les en empêcher? En France, l'euthanasie active est interdite. Elle est même considérée comme un homicide volontaire, passible de prison. Ce qui est autorisé depuis 2016 avec la loi Claeys-Leonetti, c'est la sédation profonde et continue. Autrement dit, endormir un patient incurable jusqu'à ce que la mort survienne naturellement. Mais attention, on n'accélère pas le processus, on ne provoque pas la mort, on ne la donne pas. Cette nuance est capitale et très critiquée, car pour beaucoup de patients, cette loi ne suffit pas. Elle les oblige à attendre, parfois des jours, parfois dans une semi-conscience troublante, leur dernier souffle, sans pouvoir dire « maintenant, je suis prêt ». Le suicide assisté, lui, n'est pas non plus autorisé. Mais chaque année, des Français partent en Belgique ou en Suisse pour bénéficier de ce droit. Un exil de fin de vie, loin de chez eux, loin de leur famille, un parcours administratif lourd, coûteux et parfois trop tardif. Ce paradoxe français est frappant. On valorise la liberté individuelle, on sanctifie la dignité, mais on refuse aux plus lucides le droit de choisir leur mort. Et pourtant, l'opinion publique a évolué. Selon les sondages, plus de 80% des Français sont favorables à une forme d'euthanasie encadrée. Alors pourquoi rien ne bouge? Parce que la mort fait peur, parce que certains craignent des abus, parce que la morale, la religion, la politique s'en mêlent. Mais pendant qu'on débat, des gens souffrent, des patients attendent, et pour eux, chaque jour de plus est un jour de trop. Face à l'euthanasie, il y a des oppositions, sincères, profondes, souvent éthiques, et il est important de les entendre. Le premier argument, c'est celui de la sacralité de la vie. Pour certains, on ne doit jamais provoquer la mort, même pour soulager la souffrance. La vie est perçue comme inviolable et personne, pas même un médecin, ne devrait y mettre fin, même avec le consentement du patient. Un autre argument repose sur la peur des dérives. Que faire si des personnes vulnérables se sentent poussées à demander l'euthanasie pour ne pas être un fardeau? Que faire si la pression économique pousse certains hôpitaux à proposer la mort comme solution rapide?
Certains redoutent une banalisation du geste, que la mort assistée devienne une norme, une routine, et que petit à petit, on glisse d'un choix individuel vers un automatisme social. Il y a aussi l'argument médical. Beaucoup de soignants affirment « Notre rôle, c'est de soigner, pas de tuer ». Ils redoutent que leur serment d'Hippocrate soit vidé de sens. Enfin, certains rappellent que la douleur peut être soulagée. Les soins palliatifs, les accompagnements psychologiques, les avancées de la médecine permettent souvent de vivre les derniers instants dans la dignité, à condition d'y avoir accès. Et c'est là que le débat se complique. Car en France, tous les malades n'ont pas accès à des soins palliatifs de qualité. Alors peut-on imposer la souffrance à ceux qu'on ne soulage pas? Refuser l'euthanasie par principe sans garantir une alternative réelle, c'est parfois imposer une fin qu'on n'accepterait pas pour soi-même. Face à la douleur, à la déchéance, à l'agonie, certains revendiquent un droit fondamental, choisir leur mort. C'est le cœur des arguments en faveur de l'euthanasie, la liberté. On décide de vivre sa vie comme on l'entend. Alors pourquoi ne pourrait-on pas décider comment elle se termine? Quand le corps ne répond plus, quand les traitements n'apportent plus rien, quand l'issue est connue et la souffrance certaine, faut-il vraiment prolonger à tout prix? Beaucoup estiment que la vraie dignité, ce n'est pas de mourir dans un lit d'hôpital, perfusé, délirant, alité pendant des semaines, c'est de pouvoir partir en paix, entouré, conscient, avec des mots, un regard, une volonté. L'euthanasie n'est pas une injonction, c'est une option, une porte de sortie quand il n'y a plus de chemin. Autre argument fort, la souffrance inutile. La médecine progresse, oui, mais elle ne peut pas tout. Il existe des douleurs que même les soins palliatifs ne calment pas, des situations où l'agonie devient un supplice pour ces patients, pour leurs proches. Chaque jour supplémentaire est un jour de trop. Enfin, l'euthanasie peut être vécue comme un acte d'amour, celui de respecter la volonté de l'autre, de ne pas le retenir quand il veut partir, de l'accompagner, non pas vers la guérison, mais vers la paix. Ce n'est pas tuer, c'est laisser partir. Et dans une société qui parle de dignité, de liberté, de droits humains, refuser ce choix semble à certains non seulement injuste, mais inhumain. Si l'euthanasie soulève autant de débats, c'est parce qu'elle ne se limite jamais à une simple opposition pour ou contre. Elle se niche dans des zones grises, des cas concrets, complexes, douloureux. Là où aucune réponse n'est confortable. Prenons un exemple. Une personne atteinte d'une maladie incurable, mais encore consciente, demande à mourir. Elle souffre, mais la mort n'est pas immédiate. Alors, que faire? Attendre qu'elle perde conscience pour soulager sa demande? Ou respecter son choix tant qu'elle est encore en état de le formuler? Autre cas, les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Elles savent que leur fin de vie sera faite de perte de contrôle, de démence, de dépendance absolue. Mais quand elles formulent leur souhait d'en finir à l'avance, la loi ne leur permet pas d'agir tant qu'elles sont encore trop valides. Et une fois qu'elles ne le sont plus, il est souvent trop tard pour qu'elles puissent réitérer leur consentement de manière lucide. C'est là tout le problème. À quel moment juge-t-on qu'une vie ne vaut plus la peine d'être vécue? Et surtout, qui juge? Il y a aussi la question des proches. Certaines familles vivent dans l'angoisse. Suis-je complice si j'aide mon parent à mourir? Est-ce que je trahis en refusant? Est-ce que je suis un bourreau ou un témoin impuissant? Et les médecins? Doivent-ils être contraints d'agir contre leur conscience ou peut-on leur laisser un droit de retrait? Quel cadre fixe-t-on pour éviter les abus, mais sans enfermer les volontés sincères dans des procédures trop rigides? Et que faire dans les cas où le patient ne peut plus s'exprimer? Un accident, un coma, une incapacité mentale. Faut-il s'en remettre à la famille, à des directives anticipées, à des experts? La réalité, c'est que chaque situation est unique et vouloir écrire une loi qui englobe tous ces cas,
c'est risquer de trop simplifier l'infiniment complexe. Ce que révèlent ces dilemmes, c'est surtout la fragilité de nos repères, entre respect de la vie et respect de la volonté, entre soulagement de la douleur et peur du précédent, entre ce qu'on tolère pour soi et ce qu'on impose aux autres. L'euthanasie ne sera jamais un geste banal. Elle touche à la frontière la plus délicate, celle où la médecine rencontre la morale, où l'intime devient politique et où la mort devient un choix. C'est précisément parce que cette question est si grave qu'elle mérite mieux que des slogans. Elle mérite un vrai débat, lucide, honnête et une réponse humaine. Alors que la France débat encore sur la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté, d'autres pays ont déjà franchi le pas. Leurs modèles offrent un éclairage utile, mais révèlent aussi la complexité du sujet. Les Pays-Bas ont été les pionniers. Depuis 2002, l'euthanasie y est autorisée sous strictes conditions: souffrance insupportable, incurabilité, demande répétée, avis médical externe. Même les mineurs, à partir de 12 ans, peuvent en faire la demande, avec accord parental. Ce cadre légal repose sur un principe central, l'autonomie du patient. La Belgique, souvent citée aux côtés des Pays-Bas, autorise aussi l'euthanasie depuis 2002. Elle va encore plus loin, les mineurs sans limite d'âge peuvent la demander, à condition qu'ils soient capables de discernement. Le pays autorise également les directives anticipées. Un patient peut exprimer par écrit son souhait d'être euthanasié s'il devient inconscient à l'avenir. En Suisse, l'euthanasie active, injection létale, est interdite. Mais le suicide assisté est légal si la personne agit elle-même et que l'aide n'est pas motivée par un intérêt personnel. Des associations comme Dignitas ou Exit accompagnent ces demandes, y compris pour des étrangers, d'où le terme parfois controversé de « tourisme de la mort ». Le Canada a légalisé l'aide médicale à mourir en 2016. Initialement réservée aux maladies graves en phase terminale, la loi s'est progressivement élargie. Souffrance chronique, troubles psychiatriques et même absence de fin de vie proche. Une évolution qui suscite aujourd'hui de vifs débats, notamment sur le risque de glissement. Ces pays ont en commun une approche encadrée mais évolutive, fondée sur la liberté individuelle et la dignité. Mais leurs expériences montrent aussi les tensions entre liberté et protection, entre autonomie et risque de pression sociale, entre soulagement et dérive potentielle. Aucun modèle n'est parfait, mais ils ont un mérite. Ils posent des balises là où la France avance encore dans le flou. La France, souvent décrite comme le pays des droits de l'homme, reste paradoxalement prudente, voire frileuse, face à la question de la fin de vie choisie. Actuellement, l'euthanasie est interdite. Seule la loi Claeys-Leonetti, 2016, encadre la fin de vie en autorisant la sédation profonde et continue jusqu'au décès, dans certaines conditions très spécifiques, en cas de souffrance réfractaire et d'un pronostic vital engagé à court terme. Mais cette loi, bien qu'avancée en apparence, laisse beaucoup de malentendus. Elle ne répond pas au souhait explicite de mourir. Elle est souvent mal connue, mal appliquée. Et surtout, elle crée un flou juridique et moral pour les soignants. En pratique, des patients souffrent encore sans solution claire. Certains partent en Suisse. D'autres prennent le risque d'un suicide seul, clandestin, violent. Et beaucoup sont confrontés à l'angoisse de mal mourir. Depuis plusieurs années, des débats reviennent régulièrement à l'Assemblée nationale. Des citoyens, des médecins, des philosophes, des religieux s'expriment. Et pourtant, rien ne bouge vraiment. Pourquoi? Parce que la France est tiraillée entre sa tradition humaniste et son attachement à la sacralité de la vie, entre l'idée d'accompagner et la peur de légaliser la mort sur commande, entre volonté politique et prudence électorale. Le Conseil d'État, les comités d'éthique, les États généraux de la bioéthique, tous ont reconnu qu'une évolution est nécessaire. Mais à force d'attendre le consensus parfait, on laisse des situations dramatiques dans l'ombre.
Aujourd'hui, la France a les moyens de proposer un modèle équilibré, encadré médicalement, contrôlé par des instances indépendantes, fondé sur la liberté du patient sans pression. La vraie question, c'est: en aura-t-elle le courage? Parce qu'en matière de fin de vie, ne pas décider, c'est déjà faire un choix. Parler d'euthanasie, ce n'est pas parler de mort. C'est parler de liberté, de celle de dire stop, sans violence, sans solitude, sans clandestinité. De celle de choisir une fin digne, humaine, accompagnée. Ce débat ne concerne pas que les mourants, il nous concerne tous, car il dessine le monde dans lequel on accepte ou non de laisser souffrir. Il ne s'agit pas de banaliser la mort, il s'agit de la reconnaître et d'accepter qu'aimer la vie, c'est aussi savoir en respecter la fin. Nous avons les moyens médicaux, les expériences étrangères, les avis citoyens. Ce qu'il manque encore, c'est le courage politique et l'honnêteté collective d'ouvrir les yeux. Parce que parfois, laisser partir quelqu'un, c'est l'acte le plus profondément humain qu'on puisse poser. Et ne pas le permettre, c'est trahir ce que vivre veut dire.